Vous êtes secrétaire général de l'Union marocaine du travail, l'UMT. Merci d'être dans ce studio. À la veille de cette réunion consacrée au dialogue social demain, autour du chef du gouvernement. D'abord, merci pour l'invitation du secrétaire général de l'UMT et Ramadan Mabrouk aux auditeurs et aux auditrices de Radio Atlantique. Bien sûr que nous attendons à l'UMT beaucoup de ce round du dialogue social, car la vocation première d'une organisation syndicale, c'est de dialoguer, de négocier et d'arracher des acquis pour les salariés. C'est vrai que c'est une réunion importante qui aurait dû être tenue au mois de septembre, comme le prévoit la charte du dialogue social paraphée avec ce gouvernement que le dialogue doit avoir lieu au moins 2 fois par an. La première au mois de septembre, tout simplement pour préparer d'éventuelles modifications sur la future loi de finances. Et la seconde au mois d'avril, à la veille de la fête du travail et des travailleurs, pour annoncer des avancées. Donc la réunion de septembre, comme vous l'avez bien dit, il a été, lorsqu'on nous a consultés sur l'aéroport, on a dit oui. On ne peut pas demander des choses alors que le pays vit un drame avec le tremblement de l'Haouz. Donc on a été volontaire. Mais nous n'avons pas dit on reporte au mois d'avril. On a dit on reporte au mois de novembre. Et ça a été acté entre l'UMT et le gouvernement. Encore une fois, le gouvernement a failli à son engagement et n'a pas tenu la réunion au mois de novembre. Et donc est venue cette phase du dialogue du mois d'avril. Nous attendons beaucoup de ce round. Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous attendez des avancées majeures lors de ce round, et particulièrement sur l'augmentation des salaires, par exemple? On sait que le Maroc, comme beaucoup de pays dans le monde, est touché par l'inflation galopante même. Cette période de Ramadan nous le montre encore plus, puisque certains produits ont augmenté. Est-ce que vous demandez une augmentation générale des salaires au Maroc? Et est-ce que oui ou non, vous pensez qu'en face, le patronat, la CGEM, est capable de répondre favorablement à une telle demande? Bon, bien sûr qu'une organisation syndicale, d'abord, il a pour mission de défendre le pouvoir d'achat des salariés, d'améliorer leurs revenus et de demander des augmentations de salaire. Pour fixer les choses, ce n'est pas uniquement la CGEM, le patronat, qui est concerné par cette augmentation de salaire. Il y a également l'État employeur pour les fonctionnaires de l'administration publique, des offices et des régies, donc qui ont comme employeur l'État. Bien sûr que dans les revendications de l'UMT, il y a une augmentation générale des salaires dans la fonction publique. Et quand je dis fonction publique, c'est les secteurs comme je l'ai annoncé, ministère, office, régie, caisse, etc. Et dans le secteur privé également. Et là, on ne peut pas. Nous sommes quand même une organisation syndicale responsable. On ne peut pas venir et décréter d'en haut une augmentation générale pour les entreprises. Ça dépend des secteurs, des spécificités des secteurs. Et là, l'UMT, il a comme proposition qui a toujours défendu, c'est pousser
le patronat marocain ait poussé les entreprises à la négociation avec les représentants du personnel, avec les délégués syndicaux des différents secteurs d'activité, pour arriver à des protocoles d'accord ou à des conventions collectives sectorielles. Chose qui a été actée et nous avons enregistré avec une grande fierté la semaine dernière que nos délégués syndicaux de l'UMT, ils ont conclu un accord avec une grande entreprise du secteur maritime et avec des augmentations de salaire, avec l'amélioration du régime indemnitaire. Voilà un peu notre approche et notre philosophie que Le dialogue, la concertation, la compréhension mutuelle. Et en cas d'échec, l'action, la protestation et la grève, qui est un moyen de pression pour faire aboutir nos revendications. On va en parler du droit de grève parce que là aussi, il y a une réforme qui est peut-être en cours et vous aurez certainement votre mot à dire. On en parlera juste après les informations de 12h30, mais en attendant, moi je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin dans ce système de dialogue social qui est instauré par le gouvernement. Vous l'avez dit, au niveau du patronat de la CGEM, il y a des possibilités, suivant les secteurs, suivant les domaines d'activité, d'avoir un dialogue inter-entreprise ou à l'intérieur de l'entreprise, de façon à obtenir des augmentations de salaire. Concernant le gouvernement employeur, l'État employeur, est-ce que là aussi, vous avez des leviers pour lui faire comprendre que les fonctionnaires, ceux en tout cas qui sont payés d'une manière ou d'une autre par l'État, ont besoin aussi d'avoir un pouvoir d'achat? C'est comme preuve et comme moyen pour convaincre l'État, c'est l'augmentation vertigineuse le coût de la vie, l'effritement du pouvoir d'achat des fonctionnaires et l'augmentation également du prix des services publics. L'enseignement, maintenant, tout le monde est obligé de faire scolariser ses enfants dans le secteur, dans les écoles privées, et l'on sait quel est le coût de scolarité d'un enfant. C'est à titre d'exemple. La santé également. La santé publique étant ce qu'il est, tout le monde est obligé d'aller se faire soigner, et le fonctionnaire et sa famille, et la liste est longue. Donc, nos arguments sont solides, et donc l'État doit faire un effort pour augmenter les salaires de ses fonctionnaires. La première réunion aura lieu demain. Vous allez vous-même personnellement y participer. Est-ce que vous avez déjà des échos de ce qui pourrait en sortir? Ou alors est-ce que c'est pour l'instant le brouillard total? Ou alors est-ce que vous vous dites, tiens, il y a peut-être la possibilité d'ouvrir une fenêtre? Écoutez, d'abord, nous avons reçu une invitation à cette réunion avec le chef du gouvernement et ses ministres, comme ça, sont hors du jour. Et c'est une invitation qui est bizarre. J'allais dire que c'est la première fois que nous recevons ce genre d'invitation. Toujours, l'invitation est accompagnée d'un ordre du jour. Or, c'est une invitation. Venez le mardi à midi à la primature pour dialoguer. Donc l'UMT, la direction nationale de l'UMT avait deux choix. Ou bien, face à cette situation, ne pas assister tout court, parce qu'on ne va pas pour aller faire le dialogue. On ne va pas pour se faire exposer devant les caméras de télévision et faire des déclarations. Non, les salariés, dans le secteur public, dans le secteur privé, n'attendent pas ça. Ils attendent des résultats concrets. Donc ça, c'était le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est aller exposer les arguments, convaincre, persuader et éventuellement arracher des acquis. Et c'est l'option que la direction nationale de l'UMT a choisie. Donc nous allons
demain aller pour convaincre, pour persuader et arracher, je dis bien, j'insiste, arracher des augmentations de salaire pour les salariés, tous secteurs confondus. Quitte à en arriver à un bras de fer. Écoutez, puisque nous sommes le mois de Ramadan, le Coran qui dit كتب عليكم القتال وهو كره لكم إذا كتب علينا القتال وهو كره لكم ما كاين مشكل quitte à arriver à un bras de fer, quitte à faire autre chose. Et c'est le dialogue social qui est au menu d'Atlantique Midi aujourd'hui, le dialogue social qui reprend demain au Maroc autour du gouvernement avec les syndicats et aussi le patronat. Il paraît que les échanges s'annoncent assez vifs, en tout cas on attend des choses qui pourraient en tout cas être discutées autour des dossiers comme les amendements au Code du travail, la réforme du système de retraite, les augmentations générales de salaire comme le réclame l'UMT ou encore l'application des engagements de l'accord du 30 avril 2023. On va en reparler dans quelques instants. Pour en parler, Miloud Moukhatir, vous êtes secrétaire général de l'Union marocaine du travail, l'UMT. C'est rare quand vous parlez, que vous vous exprimiez comme vous le faites aujourd'hui dans Atlantique Midi et surtout à la veille d'une réunion aussi importante. Pour vous, prenons les choses les unes après les autres. On a parlé de l'augmentation générale des salaires, on a parlé aussi de l'État employeur il y a quelques instants. Parlons du problème, ou en tout cas de la question du droit de grève. Est-ce que c'est un véritable cheval de bataille pour vous ? Oui, parce que le droit de grève dans notre pays, et dans plusieurs pays du monde, mais particulièrement au Maroc, il a une immense signification. Le droit de grève au Maroc, il n'a pas été octroyé aux syndicalistes. Il a été arraché par les syndicalistes et pendant le protectorat. Je rappelle et je martèle toujours cette particularité que l'UMT et les syndicalistes UMT ont mené des grèves en 1952-54, non pas pour demander des augmentations de salaire, mais pour demander l'indépendance du pays. Et en 1954, on a fait des grèves et on a payé de notre liberté et de notre vie pour demander le retour de la famille royale de l'exil. Donc c'est la grève qui a une grande signification. Et ce n'est pas pour rien que la première constitution du Maroc, en 1962, il a consacré solennellement le droit de grève. Et par une citation extraordinaire, il énonce que le droit de grève demeure garanti. Demeure garanti. Rares sont les textes où le législateur a utilisé demeure. Yabqa, madmoun. Ce droit de grève a été repris par toutes les constitutions qu'a connu le Maroc. Je crois 5 constitutions. La dernière, c'est en 2011. Et exactement cette situation a été reprise. Et toujours, on dit une loi organique déterminera les conditions d'exercice de ce droit. Donc, quel est le malentendu de l'UMT et de la classe ouvrière? Quand je dis UMT, c'est la classe ouvrière marocaine avec les gouvernements qui se sont succédés. Pour le gouvernement et un certain patronat, cette loi organique viendrait à goulotter, à rétrécir ce droit constitutionnel par des procédures et des manœuvres malicieuses pour empêcher ce droit de grève qui est, rappelons-le, le droit de grève fait partie intégrante selon la littérature de l'Organisation internationale du travail. Il fait partie intégrante du droit de l'homme. Mais quand
Excusez-moi, tous les deux, on a un chat dans la gorge, j'ai l'impression. Ouais. Quand la CGEM parle de ce droit de grève et affirme que ça ne doit être qu'une arme ultime, c'est-à-dire on doit d'abord passer par toute une procédure de dialogue à l'intérieur de l'entreprise avant d'en arriver à constater qu'il y a un blocage et que donc, effectivement, la grève, voilà, est l'ultime recours des salariés. C'est quelque chose qui est audible pour une organisation comme la vôtre? Je suis heureux de constater que la CGM a changé positivement de position. Quand il dit que la grève doit être l'ultime recours pour faire arrêter le travail. Mais avant, certains patrons et le gouvernement, je le dis, je le répète, les deux anciens gouvernements que vous connaissez et que tout le monde connaît, c'était sectaire, c'était enlever aux travailleurs le droit de protester, qui est un fondamental pour les syndicalistes. Donc oui, si la CGM opte pour cette vision, nous sommes preneurs. D'ailleurs, l'UMT n'a jamais dit non à la loi organique. On dit oui à une loi organique équilibrée qui garantit le droit de grève et même la liberté du travail. Nous, à l'UMT, par exemple, nous sommes connus, nous sommes une organisation syndicale de dialogue, de concertation, d'établir des relations professionnelles saines et basées sur justement le dialogue. Lorsque vous avez porte close, vous déposez votre cahier de revendication, les salariés ne sont pas payés au SMIG, il y a eu violation de la déclaration à la CNSS et dans les caisses sociales, et que vous avez porte close, bien sûr, il ne reste que la protestation. Donc, je suis heureux d'entendre que la CGM a changé de position. La grève doit pousser les partenaires sociaux à la table de négociation. Il doit être cette arme qui pousse les syndicats, le patronat, les ministères, les départements ministériels à s'asseoir autour d'une table et à poser les problèmes et à satisfaire ceux qui sont possibles et réalisables. C'est ce que vous allez expliquer demain lors de la réunion autour du gouvernement? Ça dépend de l'offre du gouvernement. Mais la position, j'allais dire, politique de l'UMT, oui, pour une loi organique, parce qu'avant tout, nous sommes une organisation syndicale qui respecte la loi, le droit et la constitution du pays, puisque c'est écrit dans la constitution. Mais de quelle loi va-t-il s'agir? Est-ce qu'une loi qui protège le droit de grève ou, comme j'ai dit, une loi qui vient goulotter par des procédures longues et des préavis inaccessibles de telle sorte et sans résultat de toute façon. Et pour une petite... pas une petite, mais une grande information, de l'aveu même du gouvernement, et particulièrement du ministre du Travail et du ministère du Travail depuis des décennies, que les causes de déclenchement des grèves sont au nombre de 5. Nous, les syndicalistes, on ne se réveille pas le matin et on dit « Allah, allons-y, faisons grève ». Non, en tout cas, ce n'est pas la culture de l'UMT. Lorsque vous trouvez porte close et les causes des grèves, 74,6%, si je me rappelle, oui, c'est 74, sont dus, des grèves déclenchées, sont dus à la violation du Code du travail et des lois sociales de notre pays, à la non-déclaration à la sécurité sociale, à la violation des conventions collectives et des protocoles d'accord, et à le non-respect des dialogues et de la négociation, et aux violations
au licenciement des salariés, à leur tête les délégués syndicaux. Ce n'est qu'en 5e position que viennent les grèves dues à la demande d'augmentation de salaire. Donc vous voyez que les causes qui poussent à déclencher la grève, c'est d'abord l'application des lois sociales de notre pays. Et que le gouvernement veille au respect des lois sociales de notre pays, et les grèves vont disparaître d'elles-mêmes. Alors quand on dit dialogue social, effectivement, les chantiers sont très importants. On vient de parler du droit de grève, évidemment. On a parlé tout à l'heure de l'augmentation générale des salaires que vous réclamez. Parlons aussi des amendements au Code du travail. Ça, c'est un chantier qui est colossal. Il y a des articles qui sont ancestraux, qui n'ont plus lieu d'être dans le Code du travail. D'autres qu'il faudrait peut-être ajouter, d'autres qu'il faudrait remettre au goût du jour. Quelle est votre position là-dessus ? Qui dit que c'est un chantier colossal ? C'est moi. C'est vous. Et puisque c'est vous, dites-moi quels sont les articles qui doivent être modifiés dans ce Code du travail. Alors, pour ne pas vous gêner, je vais répondre à votre place. Le Code du travail que nous avons est le fruit de larges concertations entre le gouvernement de l'époque, en 2004, présidé par M. Dirigeanto, que je tiens à saluer fortement de cette station, parce que c'était l'homme de dialogue et qui connaissait bien et qui connaît toujours le monde du travail. Donc, concertation avec le gouvernement, la CGM de l'époque, plus les chambres de commerce et le mouvement syndical. Donc, une année de négociation, de concertation, pour aboutir en 2004 à un code du travail qui a été qualifié à l'époque, et il l'est toujours, de moderne et d'avant-gardiste. Et voilà, donc on a eu ce code qu'on a célébré, et même la CGM avait crié que victoire. Et voilà, après quelques mois d'application, la CGM a dit, il y a des articles qui ne nous conviennent pas. Mais ils étaient présents, ils avaient négocié. Et il y a une règle générale de droit qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour invoquer l'excuse. Là, mais vous étiez présents. Maintenant, après ces années d'exercice, nous estimons... Le pays a changé. Oui. Les métiers ont changé. Exactement. La dynamique du Maroc a largement évolué. Exactement. Est-ce que le Code du travail doit aussi évoluer dans le sens du boom économique que connaît le pays ? Écoutez, je vous l'accorde, le pays a changé et même plusieurs métiers nouveaux sont apparus. Et je parlerai du télétravail. Oui, mais cela n'empêche pas de mettre à ras table de ce code du travail et de rédiger un autre code du travail, où là, nous savons et nous connaissons ce que revendique, et je dis bien toujours, j'utilise un certain patronat que nous connaissons, qui sont mus par le profit et uniquement le profit, et utiliser le salariat, la main d'œuvre basse et gratuite. Ce que veut un certain patronat, c'est ce qu'ils appellent la flexibilité. Flexibilité veut dire tout simplement licencier les salariés du simple manœuvre jusqu'au cadre supérieur quand ils veulent et comme ils veulent, et même sans indemnité de licenciement, voire des indemnités de licenciement laminées. Voilà ce que veut réellement le patronat au Maroc. Nous disons non, parce que ça touche la cohésion sociale de notre pays. Et de toute façon, le ministère du Travail, nous savons qu'il a peu de moyens, notamment en matière de contrôle et d'inspection,
du travail. Le code du travail est, dans la plupart des entreprises, il est violé. Et donc, c'est seuls les délégués syndicaux qui sont capables de le faire appliquer. Donc, flexibilité, non. Déjà, le Code du travail, on a recensé, il y a 11 mesures de flexibilité dans le travail, dans le temps du travail. Et donc, mettre encore plus de flexibilité, nous disons non. Maintenant, comme vous dites, le monde du travail a changé. Il a vu l'apparition de nouveaux métiers. Donc oui, mais j'ai donné l'exemple le travail, le télétravail, oui. Surtout qui a été pleinement utilisé pendant la période Covid. Nous disons oui. Mettons une loi ou comme on a proposé à la CGM, une charte sur le télétravail. Ben voilà, il faut laisser le code du travail comme code noble, moderne, et s'il y a des rajouts, c'est par des chartes sociales telles que dans le domaine du télétravail. Ça ne sert à rien de toucher au code du travail pour ça. Ça ne sert absolument à rien de toucher un bel outil qui est le code du travail. D'ailleurs, plusieurs investisseurs, lorsqu'ils viennent nous voir avant d'investir au Maroc, bien sûr, ils ont des questions à poser sur différents sujets. Et est-ce qu'il y a un code du travail? On leur dit oui, voilà le code du travail. Alors, ils reviennent, nous disent oui, c'est un code équilibré, équilibré, même avant-gardiste. La réforme du système de retraite est également en discussion. On entend ici et là des responsables, particulièrement des responsables syndicaux, tirer la sonnette d'alarme sur les caisses de retraite qui se vident. Là aussi, il y a une réforme à mener. Et est-ce que vous êtes ouvert à cette réforme? Et si oui, comment? D'abord, cette question je ne qualifie pas de réforme des retraites, de toucher au système de retraite au Maroc. C'est une question récurrente et il est mal posé. Pour éclairer les auditeurs. Au Maroc, il y a 4 caisses de retraite. Il y a la CNSS pour le secteur privé, dont les fonds sont énormes et il est excédentaire. Les fonds sont déposés à la CDG. Il y a le RCAR, le régime collectif d'allocation de retraite. C'est pour les établissements publics et pour une partie des communes. Et qui est également excédentaire parce que tout simplement ils versent des pensions maigres, minorées, faibles. Les pensions aux futurs retraités, ils sont calculés sur la moyenne des salaires perçus par le salarié pendant toute sa vie professionnelle. Lorsqu'il est entré, il y a, je ne sais pas, 30 ans à 400 dirhams le mois, il est devenu cadre, donc on lui coupe sa pension de retraite. C'est ce qu'on appelle les pensions minorées. Il y a la caisse, la CIMR, la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, qui est une retraite complémentaire. Alors là, l'excédent, ça se chiffre par des milliards. Et il est bizarrement géré d'une façon particulière. Il y a un déficit démocratique. Il n'y a pas de représentation des bailleurs de fonds et notamment des salariés. Comme d'ailleurs le RCAR et la Caisse marocaine de retraite. Et enfin, la 4e caisse, c'est la Caisse marocaine de retraite pour les fonctionnaires. Là, les salariés, enfin les fonctionnaires, pendant toute leur vie professionnelle, ils ont payé leurs cotisations, prélevées à la source. Et à chaque fois, on nous dit que la caisse allait devenir déficitaire. Mais on ne comprend pas. D'abord, il y a un grand camagul déficit démocratique.
les fonctionnaires, les bailleurs de fonds, les cotisants ne sont pas représentés au conseil d'administration. Seule la direction agit comme il veut et le ministère des Finances qui les guide comme il veut. Donc, dans toutes les caisses du monde, ceux qui cotisent doivent avoir droit à la parole. Ça, c'est votre revendication, c'est-à-dire que dans chaque caisse de retraite, il doit y avoir des représentants de ceux des bailleurs de fonds, des bénéficiaires. Oui, c'est la logique des choses. Ça, c'est une réforme importante. Oui, une réforme importante que déjà dans l'accord du 30 avril, c'est Aziza Khanouch, on lui a expliqué avec ses ministres, il a bien compris, il a dit oui, et puis 15 jours après, la ministre en charge de la fonction publique a sorti une circulaire pour organiser, pour nommer les représentants des bailleurs de fonds. Il a fallu encore une fois mener une bataille pour arrêter cette décision. Pire encore, au RCAR, Régime collectif d'allocation de retraite. Vous savez comment sont désignés les représentants des bailleurs de fonds, donc des salariés, au tirage au sort. On dirait qu'on est dans une république bananière, il n'y a pas d'organisation syndicale, il n'y a pas de structure. Donc, on prend le collège des cotisants, des adhérents, et on tire au sort. Et on connaît comment le tirage au sort est fait. C'est des membres du conseil d'administration maison pour faire passer n'importe quelle réforme. Maintenant, qu'on nous dise où est placé l'argent des salariés fonctionnaires, comment il est utilisé, et s'il est démontré qu'il faut augmenter les cotisations, qu'on nous démontre d'abord. L'opinion publique syndicale et les salariés et les fonctionnaires ont été vraiment choqués la semaine dernière. Ils ont pris connaissance d'une circulaire de la direction générale de la Caisse marocaine de retraite où la CMR achète 4 CHU au prix de 6,5 milliards de dirhams. Mais qui a pris cette décision et pour quelle finalité? Et est-ce que c'est un investissement rentable et qu'on ne vient pas nous dire que la Caisse marocaine de retraite est en difficulté et qu'il va se mettre en cessation de paiement dans quelques années? Voilà un exemple frappant qui vient à la veille du dialogue social. Aucune concertation avec les partenaires sociaux. Et comme ça, on achète à fond perdu. Non. Ça me rappelle l'exemple de l'État employeur pour la Caisse marocaine de retraite qui n'avait pas payé ses cotisations, la quote-part patronale, depuis 1960. Et ça se chiffrait par des milliards. Il a fallu encore que l'UNT proteste énergiquement et qu'enfin il verse une partie. Pas les 18 milliards estimés, mais quelques milliards. Et voilà. Vous êtes, si je comprends bien, aussi, de toute façon, opposé à une hausse des cotisations pour les retraites. Ça va sans dire. Oui, ça va sans dire. Non, mais la question que je voulais vous poser, qui est sous-jacente, parce qu'on n'en a pas parlé quand on a évoqué l'augmentation générale des salaires, est-ce que vous réclamez aussi la baisse des cotisations sociales et des cotisations patronales, pour pouvoir augmenter les salaires? Pour terminer sur les retraites. Oui. Et vous remarquez que je n'utilise jamais réforme. C'est vrai. إصلاح لا. هذا فساد اللي بغاو يديروا الحكومات الفايتة بعدا. Les deux anciens gouvernements. Ils veulent nous appliquer ce qu'on appelle dans le langage syndical le triangle maudit. Le triangle maudit, c'est augmenter l'âge de la retraite, baisser les pensions de retraite et augmenter les cotisations.
Donc vous voyez que le tout, c'est au détriment des salariés, fonctionnaires ou du privé. On dit non. Où sont parties les cotisations des salariés? Alors, Hadi, donc c'est un niet. Oui, s'il y a nécessité de corriger une certaine caisse, mais caisse par caisse, qu'on ne mette pas le tout dans un même panier. Oui. Concernant la question importante d'ailleurs pour l'UMT, que nous allons demain, Inch'Allah, essayer d'arracher par tous les moyens, c'est la baisse de l'IR, l'impôt sur le revenu. Que pour nous, salariés, c'est l'impôt sur les salaires. Les auditeurs doivent savoir que les salariés, fonctionnaires ou du privé, sont la seule catégorie sociale qui paye l'impôt sur le salaire d'une façon régulière, parce que c'est prélevé à la source, sans évasion fiscale, et avec un taux très élevé, pouvant atteindre 38%. Donc, l'État partage le salaire. Et une revendication essentielle, c'est la baisse de l'impôt sur le salaire pour pouvoir augmenter le revenu des salariés. Et là, c'est caractéristique. Là, nous sommes parfaitement d'accord avec le patronat et la CGM. On se concerne et on se soutient même pour baisser l'impôt sur le salaire, parce que eux aussi, ils estiment que les salaires sont fortement taxés. Miloud Moukhalik, on va se retrouver dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union marocaine du travail, l'UMT. On poursuit cette discussion dans quelques instants, juste après les infos. Du dialogue social aujourd'hui, le dialogue social qui reprend demain au Maroc entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Un débat qui va tourner autour de plusieurs dossiers comme le droit de grève, les amendements au code du travail, réclamés en tout cas par la CGEM, peut-être aussi par le gouvernement, la réforme du système de retraite, ou en tout cas la possibilité de pouvoir faire évoluer les systèmes de retraite existants au Maroc. Pour en parler, c'est avec vous qu'on évoque tous ces dossiers depuis tout à l'heure, et juste avant d'être interrompu par les informations, on parlait de l'augmentation des revenus des salariés, parce que c'est ça dont il est question. C'est la situation sociale des salariés s'est dégradée en termes financiers. Il faut pouvoir trouver des mécanismes pour pouvoir augmenter. Donc, pas forcément en passant par des hausses de salaire, même si vous en réclamez, mais aussi en passant par une baisse de l'impôt sur le revenu. Exact. C'est un package. Pour nous, à l'UMT, ce que nous revendiquons et auquel nous aspirons, c'est permettre aux salariés, du simple manœuvre jusqu'au cadre supérieur, d'avoir un travail décent et une vie confortable pour faire face aux différents besoins de la vie. Donc, il y a cette augmentation directe, qui est l'augmentation générale des salaires. Comme j'ai dit, dans la fonction publique, c'est l'État qui décide. Et pour le privé, c'est la négociation. Il y a un autre mécanisme pour améliorer le revenu des salariés, c'est la baisse de l'IR. Nous sommes au Maroc le seul pays du bassin de la Méditerranée qui payant un taux aussi élevé pouvant atteindre 38%. Dans un autre pays. Et d'ailleurs, sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Je rappelle qu'en 2019, il y a eu les assises de la fiscalité qui avaient regroupé plusieurs experts internationaux, la Banque mondiale, le FMI, les gouvernements, enfin tout le monde. Et la recommandation, pour ne pas dire la décision, des assises, on a baissé le taux de l'IR. Donc c'est exactement la même analyse que nous faisons. Et cette recommandation est restée lettre morte. Pour parler de chiffres, vous réclamez quoi? Combien? D'abord,
baisser les 38%. Nous pensons que le salaire vraiment élevé, c'est 25%. Mais relever le seuil d'exonération. D'abord, un smigard plus quelques dirhams paye également aussi de l'impôt, je crois, vers 10%. Autre chose, baisser le taux à 25% et puis réaménager les tranches intermédiaires. De toute façon, avec cette IR, la classe moyenne, une partie de la classe moyenne a disparu et le reste est en voie de disparition. Donc, c'est la dégringolade à travers cet impôt sur le salaire. Donc, voilà, d'ailleurs, il y a les assises de la fiscalité. Même le gouvernement Akhnouch, dans les accords du 30 avril 2022, ils ont pris acte de bien fonder de cette revendication. Ils ont chargé M. Al-Qja de faire des études. Et nous a contactés à travers de petites réunions. Mais les propositions n'étaient pas au niveau des aspirations. Ce sont des dégrèvements de quelques dirhams. Donc on a dit non. Donc voilà, c'est une revendication essentielle. Et le gouvernement ne peut pas, il ne peut en aucun cas je rappelle pour terminer ce volet que les salariés sont la seule catégorie sociale dans notre cher pays qui paye le taux et d'une façon continue, sans évasion fiscale, contrairement à d'autres catégories sociales qui ont ce qu'on appelle le système déclaratif et qui peuvent déclarer comme revenu n'importe quoi, et je ne veux pas citer de profession. Là, les pauvres salariés, du manœuvre au cadre, c'est prélevé à la source, sans possibilité. Donc, c'est une situation anormale. Voilà un grand chantier. C'est un cheval de bataille pour vous. Un cheval de bataille que nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce qu'on obtienne la justice fiscale pour les salariés. Selon vous, est-ce que c'est le seul levier pour arriver à une situation sociale qui s'améliorerait dans le sens où est-ce que le gouvernement ne peut pas prendre conscience qu'il faut améliorer la situation sociale dans les perspectives qui nous attendent dans les années prochaines? Je pense à 2030 en particulier, l'organisation de la Coupe du Monde de football au Maroc, avec bien avant 2030 le monde entier qui va regarder la situation sociale au Maroc. Et ça aussi, vous allez dire au gouvernement, c'est à prendre en compte, attention, on va nous regarder et tout le monde va nous regarder. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Qatar. Ne faisons pas les mêmes erreurs. Exactement. Le gouvernement doit être plus regardant vis-à-vis des perspectives qui attendent notre pays. Et le monde entier le Maroc sera sous l'observation du monde entier. Donc, tenez, on ne peut pas accepter dans un pays qui va organiser la Coupe du Monde, qui est un grand événement international, que le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti, soit de 3111 dirhams par mois. Si vous travaillez 191 heures de travail par mois et 44 heures par semaine, parce que le SMIC il est horaire. Donc, lorsque vous bossez pendant toute la semaine et pendant tout le mois, vous ne pouvez atteindre que 3111 dirhams. C'est une situation anormale. Ce SMIC, d'après les études réalisées par l'UMT, ne permet pas de survivre à un SMICard que 7 jours par mois. Donc un SMICard marié avec un enfant, donc le prix du loyer, de l'alimentation, etc. Donc 7 jours, bon, et le reste c'est la solidarité familiale. À combien vous chiffrez le SMIC normal, normal au Maroc?
nous estimons qu'un SMIC, pour permettre à un salarié de survivre encore, doit être fixé à 5 000 dirhams net par mois. Et vous pensez que des entreprises peuvent absorber ces chiffres-là? Bien sûr. C'est une affaire de management, c'est une affaire d'organisation interne, et donc ils peuvent bien sûr supporter. Et pourquoi dans d'autres cieux, le SMIC est à 1 500 euros? Comment les entreprises font? Si l'État contrôle bien les recettes, ces entreprises, qu'il veille à l'application des lois, nous aussi on défend les entreprises. Il y a beaucoup de concurrence déloyale. Il y a ceux qui sont liés par des conventions collectives avec nous et ceux qui font ce qu'on appelle la contrebande sociale. Donc c'est une affaire de l'organisation du monde du travail et c'est possible et c'est réalisable. Je rappelle simplement, lorsque j'étais jeune syndicaliste, que le SMIC était à 250 dirhams. Et voilà, par la lutte, par la bataille, nous sommes arrivés à le revaloriser à chaque fois, mais la lutte continue pour le porter à 5 000 dirhams par mois. Et ça aussi, vous allez le faire valoir dans la perspective des échéances internationales qui nous attendent? Écoutez, il est dans l'intérêt de notre pays que d'abord le monde... Ça passe aussi par la bonne image qu'on va donner de notre pays. Exactement, la bonne image qu'on va donner pour notre pays, et que le monde du travail va participer activement, et le respect également des lois sociales. Nous voulons que cet événement mondial 2030 soit un événement fort. Et qu'on ne fasse pas, je vais pas, les erreurs des autres pays qui ont été mis à l'index. La semaine dernière, je recevais une délégation syndicale internationale. On a commencé à me parler des terrains qui seront construits, les entreprises, les salariés, est-ce qu'ils utilisent? Alors j'ai dit stop, ça ne vous regarde pas. Il ne faut pas utiliser les salariés et les syndicalistes pour porter atteinte à l'image de notre pays. Donc nous il y a ce risque-là. Il y a ce risque si le gouvernement n'est pas à l'écoute, si le patronat, notamment du BTP, n'est pas à l'écoute. Et donc nous devons tous travailler, mettre la main dans la main pour que cet événement de 2030 soit un moment fort sur toutes les composantes. Mouloud Moukhalik, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union marocaine du travail, l'UMT. Le 1er mai doit être une fête. Est-ce que l'âge de la retraite à 65 ans serait une défaite? Pour qui? Pour les salariés. Oui. Ce sera une vraie défaite pour les salariés, je le dis, même pour le mouvement syndical. Venir et imposer d'en haut l'âge de la retraite à 65 ans sans tenir compte des secteurs, sans tenir compte de la pénibilité dans le travail. Est-ce qu'on va demander par exemple à une enseignante de rester jusqu'à 65 ans ou à une infirmière, au lieu de soigner les malades vont devoir l'assister hier? Ou que dire des salariés dans le secteur privé, les conducteurs de chantier, ceux qui travaillent la nuit? Enfin, je sais qu'ailleurs, en Belgique, en France, il y a une liste des métiers où il y a de la pénibilité dans le travail. Il y a même une loi. Donc, on ne peut pas venir d'en haut et dire, voilà, 65 ans pour tout le monde. L'UNT est conséquente. On dit 65 ans, mais pas obligatoire, facultatif. Pour les salariés qui ont la santé, la volonté pour rester dans leur poste de travail et la capacité de production et qui veulent rester au-delà de 60 ans, que ça soit facultatif et pas obligatoire. Mais venir et imposer, on dit non. Non.
Nous n'avons qu'à voir ce qui s'est passé dans d'autres pays lorsque un gouvernement a voulu imposer, donc c'était de l'agitation sociale pendant plusieurs semaines, et même au Parlement, il a été obligé de faire passer cette loi sur la retraite par un mécanisme qu'ils ont, je crois, le 46-3 chez Hajab Hakou. Merci beaucoup, Miloud Moukhalik, d'avoir été en direct dans Atlantique Midi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union marocaine du travail, que cette première séance de dialogue social s'ouvre demain au Maroc. Vous serez autour de la table avec le gouvernement et avec aussi les autres syndicats et notamment aussi le patronat, avec beaucoup de chantiers qui vont s'ouvrir. Merci d'avoir été l'invité d'Atlantique Midi. Merci. On sera amené évidemment à en reparler puisque d'autres réunions auront certainement lieu et Atlantique Radio sera toujours présente. Merci encore. Merci pour l'invitation. À très bientôt. Merci.